Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de la tartine. Aujourd'hui, comme prévu, on va parler de la différence entre stoïcien et épicurien. La culture c'est comme la confiture, moins t'en as, plus tu l'étales. Alors laisse-moi te tartiner, que ta culture paraisse moins pâle. Attention, ceci n'est pas une vidéo ASMR. Éternel sujet du bac de philo, éternel questionnement de tous les élèves se trouvant en terminale, la différence entre un épicurien et un stoïcien. Ma foi, même si leurs philosophies peuvent sembler assez parallèles, elles sont tout de même très différentes. C'est ce qu'on va voir à travers deux exemples. Aujourd'hui, je suis armée d'un stylo et d'un petit calepin parce que je vais vous faire une démonstration. En premier lieu, nous allons prendre l'exemple du buffet. Somme toute assez simple, vous avez un buffet. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Assis ici, vous allez avoir un stoïcien. Assis là, un épicurien. Il y a plein de plats sur la table. C'est un vrai buffet opulent. Je me rapproche peut-être un petit peu, ce sera plus sympa pour vous. Le stoïcien, dans un premier temps, va essayer de manger le moins possible. Le stoïcien cherche la survie. J'écris comme un chat. Le stoïcien va donc chercher la survie. Il va se nourrir uniquement dans cet intérêt-là. Il va donc prendre du pain et de l'eau. Rien de plus. Son repas se limite à ça. L'épicurien, lui, va rechercher la survie, mais également le plaisir. Il ne va pas être faste et chercher à manger trop. On se limite encore une fois à la survie, mais la survie, elle, peut apporter du plaisir. L'épicurien, donc, va très peu manger. Un petit morceau là, un petit morceau là. Cependant, il va boire le meilleur vin et va manger la meilleure pièce de viande. Ce seront des quantités petites. Encore une fois, on est dans une philosophie de la retenue, mais dans cette retenue, on va quand même chercher le plaisir. Et c'est en ça que réside la différence principale entre un stoïcien et un épicurien. Mon deuxième exemple, il parlera sans doute plus aux jeunes, ou tout du moins, moi je le trouve sympa pour l'âge où on commence à être, en terminale, où on commence à comprendre un petit peu les enjeux de la sexualité, etc. Cet exemple-là, il est béton. Vous prenez votre lit. Oui, ceci est un lit. Vous avez eu la chance de partager votre lit avec deux personnes. Un stoïcien, un épicurien. Avoir une relation sexuelle avec un stoïcien, c'est nécessairement dans le but de la procréation. Sauf que le stoïcien, il va chercher à vous enlever tout plaisir pendant cet acte. À savoir, le stoïcien ne va à aucun moment chercher votre plaisir. À aucun moment. Il ne va non plus pas chercher le sien. Pas de plaisir propre. Ni le vôtre, ni le sien. Il va potentiellement s'arrêter s'il sent que lui ou vous êtes sur le point de jouir. Parce qu'on recherche l'annihilation complète du plaisir. Le plaisir, il n'est pas là. On l'annihile. Il faut l'empêcher à tout prix. L'épicurien, lui, il va également coucher avec vous dans un but de procréation. Encore une fois, c'est comme la survie tout à l'heure. C'est le côté nécessaire. On fait les choses parce qu'elles sont nécessaires. Mais encore une fois, une différence se dessine. L'épicurien, lui, va chercher le plaisir. Le plaisir, il va le chercher à travers vous et à travers lui. L'épicurien, il va vous faire plaisir pendant cet acte. Il va chercher à ce que vous soyez bien, heureux. L'épicurien, il va chercher l'ataraxie. Et ça, c'est la base de l'épicurisme. Pour terminer sur ce sujet, j'ai un ouvrage qui s'appelle « Histoire des philosophes illustrés par les textes » que j'ai donc étudié en terminale et qui est un bouquin somme toute assez intéressant parce qu'en philosophie c'est très simple de lire les interprétations de machin et de bidule. Là en l'occurrence ce sont les textes bruts des auteurs eux-mêmes. Pas moyen donc d'avoir une transformation du texte, un ressenti qui transgresse à travers une traduction ou à travers une interprétation plus qu'une traduction, parce que bien sûr ces textes sont traduits en français. Mais voilà, pas d'interprétation, ce sont les textes bruts. Et j'ai donc choisi de vous lire un passage de la lettre à Ménécée d'Épicure, dans lequel il parle justement de cette ataraxie qui est quand même
la base de l'épicurisme et qu'il faut absolument comprendre. Épicure nous dit: quand donc nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n'entendons pas par là les plaisirs des débauchés, ni ceux qui se rattachent à la jouissance matérielle, ainsi que le disent les gens qui ignorent notre doctrine, ou qui sont en désaccord avec elle, ou qui l'interprètent dans un mauvais sens. Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l'absence de souffrance corporelle et de troubles de l'âme. Voilà, on recherche un plaisir dans les choses nécessaires, on ne recherche pas un plaisir contingent qui n'apporte rien à l'être et à l'âme. L'ataraxie, c'est l'harmonie totale entre le bien-être de l'âme et de la tête. L'ataraxie, c'est le bonheur. Voilà, j'espère que ce nouvel épisode de La Tartine vous a plu. On a donc eu le temps de parler de littérature, de philosophie. Je pense que la prochaine fois, on s'attardrara sur un film. Ça pourrait changer un petit peu. Si vous avez des idées, des suggestions, des envies, n'hésitez pas à me les faire savoir dans la section commentaires. Moi, en attendant, je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ce fut un plaisir de discuter avec vous. À bientôt les tartines!